révélations de nos confrères des télévisions publiques scandinaves sont sans appel. Une vaste opération de surveillance en vue d'un plan de sabotage des éoliennes en mer, des connexions électriques sous-marines, peut-être des câbles sous-marins, a donc été mise au jour par ces enquêteurs. Tout cela, et c'est un peu James Bond au pays des marins-pêcheurs, tout cela camouflé en chalutiers de pêche qui sont censés lancer leurs filets, mais qui abritent des hommes en armes, des espions, des radars, des moyens de surveillance. Voyons d'abord de quoi il s'agit, puis on va évoquer ce que signifie cette hypothèse. Donc ces projections russes, peut-être que c'est pour avoir la paix, prépare la guerre. En tout cas, de toute évidence, cette hypothèse d'une guerre avec l'Ouest et des plans à mettre en œuvre dans ces cas-là est clairement sur la table à Moscou. Peut-être que c'est normal de l'envisager, vous nous direz cela. Voyons d'abord de quoi il s'agit, voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quel est ce plan russe ? Eh bien, regardez ces chalutiers russes qui lancent tous les jours leurs filets dans les eaux du Grand Nord. Eh bien, ne vous fiez pas aux apparences. Ce genre de bateau peut parfaitement cacher une activité qui n'a rien à voir avec les plateaux de fruits de mer ou le poisson frais. Depuis des mois, des journalistes des télévisions publiques danoises, finlandaises, suédoises et norvégiennes ont enquêté sur les mouvements d'une cinquantaine de bateaux russes en mer du Nord. Parmi eux, des chalutiers donc comme ceux-ci, des yachts de tourisme ou encore de simples cargos. Nos confrères se sont rendus compte que des dizaines de ces bateaux naviguaient étrangement près de parcs éoliens et de câbles de télécommunications. Tout aussi étrange, ils naviguaient radars éteints jusqu'à devenir, je cite, des navires fantômes selon les journalistes. L'un de ces navires les a particulièrement intrigués, l'amiral Vladimirsky. 148 mètres de long, jusqu'à 170 membres d'équipage. Officiellement, c'est un bateau scientifique de recherche océanographique, mais la réalité va rapidement se dévoiler. En novembre dernier, l'amiral Vladimirsky quitte Saint-Pétersbourg et son long périple le conduit tout près des côtes écossaises, tout près d'un parc d'éoliennes. Puis il reprend le large, regardez, direction le sud, et il frôle un autre parc éolien, anglais cette fois. Intrigués, les journalistes s'approchent du bateau. Et surprise, l'homme qu'ils aperçoivent sur le pont n'a absolument rien d'un paisible scientifique. Regardez, il est cagoulé en gilet pare-balles, fusil en bandoulière et il patrouille sur le bateau. De fait, David, il s'avère que l'amiral Vladimirsky est un navire espion, un navire de renseignement envoyé en mer du Nord pour cartographier très précisément les parcs éoliens offshore, les réseaux électriques et les câbles sous-marins européens. Alors pourquoi ces collectes d'informations aussi précises sur des installations civiles ? Eh bien, la conclusion de cette enquête de nos amis journalistes est sans appel. Ces navires espions russes préparent un éventuel sabotage, disent-ils. Grâce à ces repérages, le chef du contre-espionnage danois Anders Henriksen, interviewé par ces médias, estime qu'en cas de conflit avec l'Occident, ils sont prêts et savent où intervenir s'ils veulent paralyser la société danoise. Que signifie exactement intervenir ? Selon nos confrères, l'objectif est simple, briser une partie des installations électriques d'Europe du Nord, tout comme la Russie essaye de le faire en ce moment même en Ukraine, couper les câbles de télécommunications sous-marins, ce qui isolerait ces pays les uns des autres. Leur enquête suggère même que ces navires aient pu être directement liés à un autre incident au sud de l'archipel norvégien de Svalbard l'année dernière. Un câble de données sous-marin avait été coupé et la police norvégienne avait officiellement indiqué que cette coupure était le fait d'une activité humaine, je cite. Une autre coupure de câble, cette fois dans l'archipel écossais des îles Shetland, avait été signalée, c'était en octobre dernier. Est-ce que Moscou a réagi après la diffusion de cette enquête ? Mais je crois que c'est ce soir que les télés scandinaves la diffusent. Oui, Moscou a réagi par la voix du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui nie ces accusations. Les médias de ces pays ont fait une erreur dans leur enquête, dit-il. Ils préfèrent à nouveau accuser sans fondement la Russie. Merci Fanny. Bon, évidemment, quand on n'est pas spécialiste de la chose militaire et qu'on comprend que Moscou se prépare, évidemment, ils ne vont pas demain saboter les éoliennes danoises, norvégiennes, suédoises, finlandaises et j'en passe, ou écossaises. Et quand on réalise que Moscou se prépare à toute éventualité pour s'attaquer aux éoliennes, aux installations électriques, ça évoque d'ailleurs, Fanny l'a dit, ce qui se passe en Ukraine, on se dit, c'est vraiment qu'ils envisagent la guerre, c'est vraiment qu'ils envisagent un élargissement de la guerre. Est-ce qu'on a tort, Pierre ?
Non, je ne pense pas que l'on ait tort. Je crois vraiment que le Kremlin, l'appareil d'État, l'appareil qui s'est constitué autour de Poutine, est rentré véritablement dans cette logique quand il n'arrête pas de parler de l'Occident collectif, de la menace de disparition de la Russie. Donc bien sûr, il y a une outrance, il y a une démarche un peu sectaire qui consiste à essayer d'enfermer le pays dans une bulle de peur par rapport à l'extérieur. Mais je pense qu'il croit aussi à ce type de discours et donc il se prépare en conséquence. Et se préparer en conséquence, c'est tout ce qu'on a mis sur la table déjà depuis plusieurs mois en matière d'influence des services secrets russes, de pénétration, d'activité, et qui sont révélés par des agents russes, souvent avec des légendes latino-américaines qui ont été découvertes. Mais là, ça fait partie aussi de ce travail qui s'inscrit dans un continuum soviétique. Les chalutiers soviétiques, on a travaillé dessus dans les années 70-80, c'est une très vieille pratique des soviétiques, notamment au large de l'île Longue, c'est-à-dire qui est très stratégique pour la France, puisque c'est la sortie des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est-à-dire le fer de lance de la dissuasion nucléaire. Moi, j'ai été baigné, entre guillemets, professionnellement parlant, dans les chalutiers russes, qui permettaient de camoufler, puisque les chalutiers ont souvent des antennes. Alors, c'est pas des antennes pour communiquer, normalement, mais c'est des systèmes pour pouvoir mettre les chaluts à la mer, les filets à la mer, etc. Mais ces infrastructures, si vous voulez, extérieures, sur un chalutier bonhomme, étaient en fait des systèmes de communication extrêmement sophistiqués pour surveiller la sortie des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Les radars derrière les cabillauds. Voilà. Donc là, on a un continuum par rapport à ça, avec une montée en puissance qui est de repérer tout ce qui pourrait, en étant saboté, c'est pas nécessairement des plans de sabotage qui sont faits, mais comment dirais-je, la partie préalable au sabotage, c'est de repérer tout ce qui peut être vulnérable, tout ce qui est facile d'accès, tout ce qui ne déclenche pas une surveillance, un rapprochement de la marine du pays qui est surveillé, et donc tout ça est fait. Donc je crois que vous avez tout à fait raison de mettre l'accent là-dessus, et ça veut dire que on parle de l'Ukraine très légitimement, on parle de l'offensive ukrainienne, etc. Mais on aurait tort de ne pas voir que la Russie joue large, joue dans un contexte mental, sécuritaire, militaire beaucoup plus important, et que cela nous pend au bout du nez. Est-ce que c'est de bonne guerre, si j'ose dire, Pierre? C'est-à-dire, vous parliez de la base de l'île Longue, nos sous-marins nucléaires. On imagine bien que nous aussi, on tente d'avoir des informations sur les installations militaires russes. Là, on parle d'installations civiles. On parle de parcs éoliens offshore. On parle de câbles de... Est-ce que on fait aussi la même chose, sans doute, c'est-à-dire qu'au cas où il y aurait un conflit avec la Russie, on cartographie l'essentiel des installations civiles qui pourraient affaiblir la Russie? Je pense que oui. Je pense que oui, ça fait partie du travail, parce que les services de renseignement occidentaux ne sont pas naïfs sur le fait que la Russie est dans une posture extrêmement agressive, y compris en agitant la menace nucléaire en permanence. Il y a cette question qui reste pendante sur Nord Stream 1, Nord Stream 2, les deux attentats avec des différentes hypothèses qui circulent. Donc effectivement, les services de renseignement et les agents des services secrets qui se trouvent en Russie, ça fait partie du boulot. Alors en plus, le problème, c'est que la Russie, si vous voulez, c'est 30 fois la France. Oui. C'est un pays absolument gigantesque, avec des pays relais dans le pourtour, mais ça fait partie du travail de réflexion. La grande différence, c'est que vous avez un pays qui est agresseur structurellement, parce que depuis 20 ans, la Russie est un pays agresseur, qui a agressé la Tchétchénie, la Géorgie, la Syrie, l'Ukraine version 1, l'Ukraine version 2, et de façon absolument magistrale, qui est en train de nucléariser la Biélorussie. Petite parenthèse que me rappelait un diplomate très justement, à Budapest en 1994, la Biélorussie et l'Ukraine redonnent à la Russie leurs armements nucléaires, et dans le mémorandum de Budapest, il est bien précisé que ces deux pays renoncent pour toujours à l'arme nucléaire. Et là, Poutine est en train de renucléariser, donc c'est un deuxième mépris pour ce mémorandum que la Russie a signé et qui respectait les frontières intangibles de l'Ukraine, comme de la Biélorussie. Et là, la Biélorussie est en train de tourner le dos à cet accord et de se faire renucléariser. Oui. Donc vous comprenez qu'avec ce type de menace, il y a plutôt quand même intérêt à regarder qu'est-ce qui pourrait se passer si, par malheur, on rentrait dans une confrontation générale. Est-ce que ça vous a surpris, Catherine, quand vous avez pris connaissance de ce plan
alors je ne parle pas du côté un peu rocambolesque, les chalutiers qui en fait étaient des navires espions, mais du fond, c'est-à-dire que voilà, Vladimir Poutine ne se contente pas d'évaluer les armées des uns et des autres au cas où la guerre déborderait, et il étudie ça précisément, y compris les ressources électriques de chacun. Oui, effectivement, c'est pas surprenant dans le sens où, souvenez-vous qu'au moment du sabotage des pipelines Nord Stream, justement, une des inquiétudes des Occidentaux, c'était la possibilité... Alors effectivement, comme l'a dit Pierre Servan, on ne sait pas encore officiellement qui les a sabotés. Sont les Russes ou les Américains? Le débat reste ouvert. Mais en tout cas, c'est vrai que les Occidentaux s'inquiétaient du fait que les Russes puissent couper le fameux câble qui relie l'Europe aux États-Unis. Donc ça veut bien dire qu'on savait déjà à ce moment-là que les Russes avaient sûrement très bien étudié le terrain, qu'en plus, après la monumentale claque quand même qu'ils se sont pris en Ukraine, hein, parce qu'ils voulaient prendre le pays en 3 jours, aujourd'hui, ils ont du mal à prendre Bakhmout. Peut-être qu'ils ont cette fois-ci décidé d'anticiper en disant que s'il y avait une extension du conflit, effectivement, il fallait qu'ils aient des relevés précis des cibles auxquelles ils pouvaient s'attaquer, parce qu'il y a une cohérence. En Ukraine, ils ont très souvent bombardé des cibles énergétiques, de communication des Ukrainiens, des cibles civiles. Et pour mettre la population à genoux. Et voilà. Et là, c'est dans la même cohérence. C'est-à-dire qu'ils doivent se dire que s'ils coupent les communications des pays de l'Union européenne, voire des États-Unis avec le fameux câble, évidemment, les opinions publiques vont se retourner contre leurs gouvernants. Et à ce moment-là, elles seront sûrement moins allantes pour soutenir l'Ukraine. Donc, moi, je vois une cohérence dans la tête de Vladimir Poutine concernant toutes les informations qui nous parviennent. Bon. Et pour vous aussi, c'est de bonne guerre, entre guillemets, Vincent? Je dirais que, pour une fois, les Russes ont un comportement rationnel. Leurs services font le boulot pour lequel ils sont payés. Car ce que souligne, par exemple, la télévision norvégienne, c'est qu'il est vraisemblable que ce dispositif de repérage est piloté directement par le Kremlin et l'état-major. Les Danois, eux, nos confrères donc du Danemark, soulignent que c'est en fait un plan qui peut être activé dans le cas où on entrerait dans une conflictualité directe entre la Russie et l'Occident. Donc, encore une fois, c'est le travail de services de renseignement, qu'ils soient civils ou militaires. Au passage, on remarquerait que le Vaisseau fantôme est un opéra de Richard Wagner, allusion évidemment au fondateur de la nébuleuse mercenariale. Voilà notre Hugeux, notre Vincent Hugeux du jour. Mais je remarque que dans le sillage d'ailleurs de ce que Catherine expliquait à l'instant, qu'au moment de Nord Stream 1 et 2, lorsqu'on s'échangeait des invectives et des accusations, etc., plusieurs propagandistes certifiés conformes du Kremlin avaient souligné la vulnérabilité des Occidentaux, notamment pour les câbles sous-marins de communication, et notamment de communication transatlantique. Et donc, j'ai rencontré hier, c'est le hasard qui n'existe pas et qui fait bien les choses, 3 spécialistes de la guerre électronique qui m'ont dit à quel point c'était effectivement de nature à inquiété. En tout cas, que ça supposait d'avoir des mesures de riposte préventive ou pas. Et pour terminer en beauté, à bon entendeur, chalut. C'est un festival. C'est le festival Vincent. Simplement d'un mot, et je vous donne la parole, Jean-Claude. On sait que ces câbles, ils sont surveillés. Les parcs éoliens offshore, est-ce qu'ils sont surveillés? J'imagine qu'ils ne sont pas surveillés. Il doit y avoir des caméras de vidéosurveillance, mais est-ce qu'ils sont protégés? Parce que, de fait, on se rend compte que ce sont des installations stratégiques. C'est toute la question qui se pose. Parce qu'en réalité, moi je partage l'idée qu'on ne peut pas être surpris que les Russes se comportent de telle manière. Ils nous ont habitués à l'espionnage, tout comme nous aussi, on a fait du renseignement. J'ajoute que dans le reportage, il semble bien, je ne suis pas encore complètement sûr, mais il semble bien que le reportage indique que cette surveillance a commencé depuis un certain temps. Ça n'est pas une surveillance qui date du début de la guerre avec l'Ukraine. Ce qui veut dire que ce plan d'investigation, de surveillance, d'espionnage d'un certain nombre de réseaux stratégiques pour nous est bien plus ancien, et donc ça veut bien dire, et ça correspond, ça corrobore le rationnel, la rhétorique de Poutine qui dit il y a d'un côté les Russes et de l'autre côté l'Occident. Il y a ceux qui sont mauvais et le monde russe et tous ceux qui viendraient avec eux. Donc il faut bien voir que la critique à l'égard de la guerre en Ukraine est probablement dans sa tête qu'un point, qu'une étape. Donc il faut être attentif à cela. La deuxième chose,
au-delà du fait, et je partage justement la question sur les sous-marins, sur les câbles souterrains. Il y a quelques mois, nous l'avons abordé ici, puisqu'on a parlé de la zone économique exclusive de la France, deuxième puissance maritime mondiale. Et on a eu l'occasion de dire, on ne sait pas à quel point c'est un élément déterminant pour nous, ne nous détournons pas de notre puissance maritime, parce que précisément, non seulement le fait d'avoir ces câbles sous-marins, de savoir les protéger, c'est un élément essentiel pour la souveraineté de la France. Je parle de la France, mais on pourrait parler de l'Occident. Mais avant tout, pour nous, pour le commentaire qu'on peut faire en tant que Français, c'est un élément déterminant pour notre souveraineté. Il y a des bateaux, d'ailleurs, il y a des bateaux français qui surveillent régulièrement ces câbles. On sait qu'il y a certains points précis. Ce qui est plus surprenant, ce sont les éoliennes. Est-ce qu'on imagine, en cas de conflit avec l'Europe, avec l'OTAN en Europe, est-ce qu'on imagine l'armée russe en train de bombarder des parcs éoliens? Alors, ça se bombarde pas, c'est un peu compliqué, ça peut être plutôt des opérations de commando marine et autres, mais si vous voulez, dans le mode de fonctionnement opérationnel, si je puis dire, dans un premier temps, vous avez le renseignement. Donc il faut compiler tout le renseignement sur les différentes sources d'énergie, de communication, etc. Après, donc le renseignement va compiler tous ces éléments-là, et au niveau de l'état-major russe, vous avez des cibles qui vont être désignées par ordre prioritaire en fonction de l'impact. Et Catherine a tout à fait raison de souligner que l'impact qui est recherché, c'est sur les populations civiles. C'est ça. Parce que les systèmes totalitaires considèrent que le talon d'Achille des démocraties, c'est la population. Et c'est les réactions qui va... Rappelez-vous, il y a un an, l'hiver, ça devait être épouvantable, on devait tous être à la bougie, c'était catastrophique. Vous aviez déjà certaines formations politiques en France qui disaient « Oh, mais on souffre beaucoup plus que les Russes, etc. » Donc ils ne sont pas complètement idiots, ils savent très bien que c'est ça le principal objectif. Donc vous allez avoir une planification, enfin une cartographie, si vous voulez, des cibles potentielles, avec un ratio entre la difficulté à atteindre les câbles transatlantiques de communication Internet, les éoliennes, d'autres sources d'approvisionnement, notamment pour les pays nordiques, des gazoducs d'approvisionnement qui se sont substitués à ceux avec la Russie. Donc vous allez avoir cette cartographie et avec en face le degré de difficulté de destruction, l'impact évalué sur les populations, etc. Et donc après, c'est le boulot d'état-major de faire de la planification opérationnelle, d'arbitrer et de proposer au niveau du chef de Shoigu et de Gerasimov des propositions s'étalant dans le temps en recherchant un effet cumulatif de sidération pour nous si c'est déclenché. Oui. Et après, c'est Poutine qui valide en disant on fait pas, je prends l'option 1, je prends l'option 2, vous me mariez l'option 3 et l'option 4. C'est comme ça que ça marche. Un tout dernier point, on imagine toujours qu'avec les moyens technologiques dont on dispose, un satellite dont on nous dit qu'il arrive à lire une plaque d'immatriculation d'une voiture peut parfaitement cartographier un parc d'éoliennes offshore. Finalement, on a quand même besoin de navires espions qui vont sonder. Si vous avez un navire qui a toutes les allures d'un bateau de pêche et qui en plus coupe son signal, ce qui est d'ailleurs suspect au passage, qui devrait être repéré, qui approche d'une zone d'éolienne, bon, vous devez acquérir la certitude qu'il y a là une action hostile. Dans la classification que Pierre esquissait à l'instant, il m'apparaît clairement que les Russes n'ont pas l'intention de faucher comme des blémures des dizaines d'éoliennes. D'abord parce que techniquement c'est impossible, et ensuite parce qu'il s'agit plus, là en l'occurrence, encore une fois dans l'échelle qui était de taper les câbles. Oui, non, mais les câbles sont évidemment un objectif stratégiquement beaucoup plus lourd et beaucoup plus significatif. Mais l'éolienne, ce serait un signal. C'est un message qui est adressé à l'Occident ou à tel pays de l'Occident. Essayer d'enfoncer un coin, essayer de montrer une vulnérabilité. On imagine les images au journal télisé, une éolienne qui s'effondre. Exactement.